Baiser, aimer, souffrir, mourir, voilà des mots qui pourraient être utilisés pour qualifier la représentation actuelle de l'amour queer dans le cinéma. En se concentrant sur le film de romance queer, nous avons remarqué que bien souvent il se développe en 3 actes. D'abord, l'éveil sexuel des personnages. Deuxièmement, leur impossibilité d'exister ensemble. So her parents believe their straight daughter brought home her lesbian friend for Christmas? Troisièmement, l'impossibilité du happy ending. Que racontent ces 3 actes? Que comptent-ils? Comment sont-ils construits? Proposent-ils vraiment, réellement, une bonne représentation de l'amour queer? Le film de romance queer commence souvent par l'éveil sexuel des personnages. Il est un moment clé où ils découvrent leur homosexualité. Ce coming in est alors le point de départ vers la construction du désir des personnages dans le film. Dans la vie d'Adèle de Keshish, ce thème est central. Adèle est une adolescente hétérosexuelle en apparence, se découvre attirée par Emma, une jeune femme affirmée et ouverte sur son homosexualité. Cette rencontre bouleverse alors Adèle, qui entame une introspection intense sur son identité et ses désirs. À travers leur relation, Adèle explore pour la première fois son orientation sexuelle, ce qui symbolise son entrée dans un monde inconnu mais libérateur. Tu les aimes tes cours de philo? Je les adore. Dans de nombreux films queer, la relation est perçue par un des personnages comme une expérience exotique en raison de sa nouveauté et de son contraste avec les normes hétéronormées qu'elle connaît. C'est ce qu'illustre le film Below Her Mouse. On y retrouve Jasmine, une femme engagée dans une relation hétérosexuelle conventionnelle. Elle est attirée par Dallas, une lesbienne affirmée. Pour Jasmine, cette relation est marquée par son caractère inédit et transgressif. L'exotisme de cette liaison agit comme une force d'attraction irrésistible. Cet exotisme n'est pas seulement un levier narratif, il contribue à stigmatiser les relations queer en les présentant comme aventures hors normes, confinant les personnages sans leur offrir une place dans des récits de stabilité. Le film de romance queer a bien souvent tendance à utiliser la scène d'intimité pour raconter comment prend forme la sexualité des personnages. Et bien souvent, on observe que la mise en scène de ces séquences pousse à créer des images à l'esthétique clipesque et ou pornographique. Alors il est intéressant de soulever quels sont les effets de ces choix de mise en scène. En fait, souvent sont créées des images complaisantes pour le spectateur ou la spectatrice. La spectatrice est plongée dans une posture voyeuriste qui envie les corps visibles à l'écran, c'est donc du male gaze. On l'observe beaucoup dans les films lesbiens Le Rempart des Béguines de Kika Zaril ou encore Mademoiselle de Park Chan-wook. Dans ces films, le corps dit féminin est sexualisé et objectifié. Les corps sont morcelés, découpés en gros plans, la chair devient objet de désir et non sujet de désir. Alors utiliser le désir comme moyen de contempler les corps des actrices est en fait un hors-sujet. Ce qu'il faut raconter, c'est le désir comme sujet en lui-même et non un moyen de créer des images contemplatives. We are proposing this new experience and we should always be excited and thinking about what's new. So I want to create new images. Of course it's political, but it's also about cinema. Dans une grande majorité des films queer, plusieurs obstacles viennent se dresser face aux protagonistes, les poussant parfois à s'oublier eux-mêmes pour correspondre à une société hétéronormée. Dans le Single Man de 2009, George est un homme gay dans les années 60, une époque où son amour pour Jim est invisible aux yeux du monde. Le film illustre alors les difficultés d'un amour queer vécu. Lors de la révélation de la mort de Jim, la douleur de George est amplifiée par l'impossibilité de vivre ouvertement son deuil. Il est exclu des funérailles parce que considéré comme ami plutôt qu'un partenaire légitime après 16 ans de couple. Le couple n'est pas accepté par les membres de la famille de Jim. Alors A Single Man offre une réflexion sur l'isolement imposé par une société hétérocentrée. Ainsi, l'amour queer nous est dépeint comme clandestin et éphémère. Plusieurs moments du film viennent souligner les complexités de la romance queer, montrant la société comme obstacle principal au développement du couple. Alors le film de romance queer aborde bien souvent la difficulté de survie dans un contexte socioculturel et homophobe. Si bien la question du coming out du personnage dans certains films est centrale. I didn't tell my parents I'm gay. So who do they think I am? This is Harper's orphan friend, Abby. Dans tout film de romance queer, le coming out s'impose comme une évidence. La scène de confession en devient presque nécessaire. Pas plus pour exister, mais pour survivre. Pour sauver le couple qui, selon au moins un des personnages, ne pourrait durer dans le temps sans cette affirmation du couple et la validation du monde extérieur. C'est une demande que Carole formule clairement à Delphine dans La Belle Saison de Catherine Corsini. Malgré le fait d'être un couple dans les années 70, le personnage de Carole croit dur comme fer qu'il suffirait que Delphine fasse son coming out à sa mère pour qu'elle puisse s'aimer pleinement. Est-ce que tu te rends compte que ta mère, elle s'imagine que tu vas épouser Antoine? Si le coming out représente alors un obstacle pour le personnage, c'est qu'elle a quelque chose à perdre. Pourquoi le film de romance queer montre majoritairement le coming out comme ultimatum dans lequel on souffre dans les deux cas? Soit les personnages se quittent et sont malheureux, soit ils perdent leurs proches et sont marginalisés. Si tu veux que je lui dise qu'on est ensemble, Tu vas pas lui mentir toute ta vie? je vais partir au marché.
Ça vous laisse 2 heures pour quitter la maison. Alors je veux que vous fichiez le camp. Nombre de films de romance queer font mourir au moins un des deux personnages à la fin du film, le plus souvent par le meurtre ou la maladie. Ce procédé narratif est tellement répandu qu'il est devenu un trope nommé le bury your gays. Et il transmet l'idée qu'une relation queer est par essence condamnée à se terminer par la mort. La plupart du temps, ces morts ne sont pas nécessaires narrativement et sont donc assez aléatoires et soudaines. Dans Brokeback Mountain, un pneu explose au visage de Jack, le tuant, et dans The World to Come, Tally meurt de diphtérie. La grande prévalence du trope inscrit la vie du personnage queer dans un schéma prédestiné. Leur vie prend une dimension fataliste par le seul fait de ne pas être hétérosexuel. La mort de ces personnages étant souvent non justifiée, on peut se demander pourquoi ils doivent mourir, et une des raisons est la masculinité mise en danger. La relation queer est considérée comme une menace pour la figure de la masculinité traditionnelle. Par exemple, dans Brokeback Mountain, c'est Jack qui meurt, le personnage qui est le moins typiquement masculin, tandis que Annie, qui aborde des caractéristiques plus normatives d'un homme, survit. Alors est-ce que le sous-texte ne serait pas que les personnes marginalisées ne peuvent survivre dans notre monde ? Et quand le film de romance queer ne fait pas mourir l'un de ses personnages, bien souvent, il fait simplement mourir le couple. Les personnes se séparent et souvent à contre-cœur même. Alors à quoi sert le film s'il prend la peine de raconter quelque chose qui se détruit ? La séparation du couple est justifiée généralement par 2 raisons. Le coming out impossible d'un ou des personnages, donc l'impossibilité d'être reconnu par la société. Les marginaux alors restent marginaux et invisibles. Soit on observe souvent le besoin de faire revenir au moins un de ces personnages dans une vie voulue par le patriarcat et le capitalisme. Par exemple, dans Room in Rome de Julio Medem et Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, les personnages à la fin décident de quitter le couple queer pour opter pour une vie hétérosexuelle, maritale, domestique. L'amour queer est alors montré comme une histoire courte, à ne pas prendre au sérieux, du moins incompatible avec une vie dite mature, adulte et dans la norme. Ah, wonderful! Mazel tov! Congratulations, Oliver. Bien souvent, dans le film de romance queer, le couple protagoniste est marginalisé, sexualisé, son parcours est douloureux et la construction du couple semble faire face à un mur invisible ou visible malgré le désir, voire l'amour débordant entre les deux personnages. Le premier problème visible dans la représentation du couple queer, c'est la sexualisation des corps. Les films qui cherchent à représenter l'intimité queer comme sujet et non matière à image pornographique se comptent sur les doigts d'une main. Il serait aussi temps de réfléchir à d'autres récits afin d'arrêter de développer l'amour queer dans la souffrance et la question de la légitimité d'exister. Montrer en majorité des couples qui vivent en partie dans la peur et la retenue finit par nourrir une pensée collective sur l'impossibilité d'exister du couple queer. On en arrive alors au problème développé par le trope du bury your gays, le choix récurrent de tuer les personnages queer à la fin du film, voire en alternative de tuer le couple queer. Ce trope pousse à l'idée que le marginalisé doit disparaître et ou ne peut survivre dans un monde hétéronormé, patriarcal et capitaliste. Bien sûr et heureusement, certains films dérogent à ces règles et cherchent à représenter autrement le couple queer. Ne plus produire par exemple des films queer pour un public principalement hétérosexuel, mais aussi et surtout pour un couple LGBTQIA+, qui peut s'identifier à ces histoires. Nous pouvons nommer par exemple Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui pense et réfléchit le désir, le sentiment amoureux et dans sa construction. N'oublions pas que le spectateur ou la spectatrice qui regarde un film cherche à se construire, à s'identifier, à apprendre. Alors proposer d'autres récits sur l'amour queer, c'est lutter pour une meilleure représentation, lutter aussi pour accompagner le spectateur à sortir des idéologies homophobes et sexistes, souvent présentées inconsciemment ou consciemment dans la plupart de ces films.